Nous ne sommes que des bénévoles, des humanitaires. Nous voulons aider nos populations rurales afin d'alléger leurs souffrances. Pierre Sagara, président du collectif des jeunes du pays d'Ogon pour l'action humanitaire et le développement social, CODES. Fondé en 2020 en plein cœur de la crise au Mali, le collectif des jeunes du pays d'Ogon pour l'action humanitaire et le développement social, CODES, représente une initiative exceptionnelle au service des personnes vulnérables. Composée majoritairement des jeunes originaires des régions du centre, cette association humanitaire se veut pour objectif principal d'apporter l'assistance humanitaire et sociale aux communautés rurales affectées. La rédaction de JB Info TV est allée à la rencontre de M. Pierre Sagara, président de cette association humanitaire. Suivons sa réaction. Je m'appelle Pierre Sagara, je suis originaire du pays de Gouin, le plus précisément de Géourou, dans la commune de Koupropin, cercle de Koro, région de Banyaga. Je suis le président de l'association humanitaire dénommée CODES et c'est avec plaisir que je réponds à vos questions et je vous remercie. Pouvez-vous nous parler un peu de votre association et qui sont les membres? Alors, l'association CODES, d'abord le sigle signifie Collectif des jeunes du pays d'Ogon pour l'action humanitaire et le développement social. C'est une association qui est née en pleine crise, donc en 2020, crise qui frappe encore durement les populations vulnérables rurales de la région de Bandiagara. Il y a en même temps la crise sécuritaire qui sévit depuis plus d'une dizaine d'années, conduisant les populations à plus de précarité, plus de souffrance, et en même temps crise Covid, donc qui est venue un peu aggraver en fait la situation de ces populations. Et donc nous avons jugé nécessaire, nous fils du terroir, de nous mettre ensemble pour créer une organisation qui viendrait en aide à ces populations-là, donc à travers bien entendu des actions humanitaires et d'autres types d'activités allant dans le sens de soulager un peu les souffrances de ces populations. Qui sont les membres de la CODES? Donc, comme j'ai dit, les membres, ce sont les fils du terroir. Donc, ce sont des jeunes du pays d'Ogon qui se sont mis ensemble, des villages différents, de communes différentes, de cercles différents, mais tous fondamentalement de la région de Bandiagara. Mais nous avons été rejoints dans la cause par des personnes, effectivement, de bonne volonté, qui n'étaient pas forcément de la région de Bandiagara, ni du pays d'Ogon, mais qui ont trouvé en la cause de CODES une cause juste, humaine, et qui ont voulu aussi apporter leur contribution. Qu'est-ce qui vous motive à vouloir aider cette population rurale? Concrètement, quelles sont vos motivations? Alors, les motivations, c'est d'abord l'humanité, ou disons l'humanisme, disons comme ça. Parce qu'en fait, ces personnes qui souffrent sont nos parents, sont nos frères, sont nos sœurs, sont nos grands-pères, sont nos femmes. Donc, ce sont des personnes avec qui chacun, à travers le Mali, partage un lien. Et aujourd'hui, la crise sévit davantage au centre que, par exemple, au sud. Et nous avons estimé que nous, qui venons de là-bas, ou d'autres qui sont animés de bonne volonté et qui sont capables d'apporter une quelconque aide, il est judicieux qu'on se mette ensemble pour pouvoir soulager leurs souffrances. Donc, la première et la principale motivation, c'est comment alléger la souffrance de ces personnes, alléger la souffrance des communautés rurales qui sont privées de leurs champs, qui sont privées donc de leur principal moyen de survie, et de venir en aide aux déplacés qui ont dû fuir leur village, fuir partout où ils avaient leur commerce, leurs activités, pour aller s'installer dans les villages environnants, donc des déplacés internes, qui n'ont pas d'autres, disons, espoirs que nous, en quelque sorte. Parce que vous savez que l'État ne peut pas tout faire. Il faut nécessairement qu'il y ait une solidarité agissante qui vienne des populations nous-mêmes, qui viennent de la société civile elle-même, donc pour pouvoir alléger les souffrances des uns et des autres. Donc nous avons vraiment à cœur joie pu apporter beaucoup en fait de soulagement, beaucoup d'aide à ces populations vulnérables. Quel type d'aide ou de services ont été fournis aux populations rurales?
Alors, vous me permettrez de remercier, avant de répondre à cette question, l'un de nos bailleurs les plus importants, disons comme ça. Nous avons réalisé seulement, courant 2023, plus d'une dizaine d'activités. Grâce au soutien euh, de Mercy Corps, que je salue vraiment ici, et qui a été effectivement financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Et à travers ce projet qu'on a appelé le projet AILP, Appui aux initiatives locales de promotion de paix, nous avons, dans un premier temps, apporté des formations. Vous savez que pour construire la paix, il faut sensibiliser, il faut parler aux gens, il faut dialoguer. Nous avons constitué un cadre de concertation, de dialogue, de sensibilisation, précisément dans la commune de Copropin en février 2023, où nous avons réuni des leaders religieux, des leaders coutumiers, des chefs de village, des autorités administratives, notamment les maires et les conseillers, autour d'une table. Et pendant 2 jours, nous avons discuté d'un thème qui est très important, c'est la prévention et la gestion non violente des conflits, la gestion des questions relatives à l'inclusion sociale, au vivre ensemble. Et donc, pendant 2 jours, ces responsables ont été outillés vraiment sur ces sujets-là. Et ils sont naturellement des relais pour aller dans leur village environnant et propager effectivement ces messages de paix. Et là, c'est effectivement des autorités qui ont la voix dans la communauté, dans la société. C'est quand même des imams, des pasteurs, des chefs de village, des conseillers, des maires, ainsi de suite, qui ont été réunis, des présidents de femmes, des présidents de jeunes, qui ont tous été représentés lors de ces formations. Alors, ça a permis de regrouper plus de 30 personnes et qui provenaient de plus de 13 villages différents. Ensuite, nous avons organisé une activité culturelle, en l'occurrence la lutte traditionnelle. Au pays d'Ogon, qui parle de lutte traditionnelle sait que c'est vraiment un moyen d'attroupement, de rassemblement de personnes, notamment des jeunes, des vieux, parce que c'est quand même un sport qui est en quelque sorte ancestral. Et nous avons pu réunir plus de 5000 personnes en une demi-journée, en une nuit, à qui nous avons partager des messages de paix. Nous les avons sensibilisés, leur avons dit, mais regardez ce qu'on est en train de faire. Avant, il y avait ce vivre ensemble, il y avait cette cohésion qui permettait à ce qu'on vienne s'amuser ensemble, sans aucune haine, sans aucune velléité de guerre ou de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons promouvoir. Et toutes ces personnes-là qui étaient venues, plus de 5000, ont participé à ce jeu-là et sont devenus des ambassadeurs de paix partout où ils allaient. Et ces 5000 personnes provenaient de plus de 52 villages de la région de Pagnagrad et des cercles très variés. Après cela, nous avons mené une activité qu'on a appelée Semaine de santé, qui consistait en fait en une consultation gratuite et un don de médicaments. Donc, nous avons fait une assistance médicale à plus de 750 personnes dans la commune de Copropin, reparties dans 4 villages, notamment le village de Copropin, Guéourou, Korolou, Kumboguru. Et il y a eu plus de 525 femmes qui ont été prises en charge lors de cette activité. Et donc, vous voyez que l'impact est énorme. C'est des personnes, pour certains, qui n'avaient pas été consultées pendant plus de 10 ans, parce que non seulement ils n'avaient pas les moyens, mais les structures de santé de l'État dans ces zones-là sont quasi inexistantes, ou manquent cruellement d'outils et d'équipements pour travailler. Et ça a été donc une activité qui a été très agréablement accueillie par les populations et nous avons pu apporter toutes ces aides-là à ces populations. Ensuite, si vous voulez que je continue sur les activités, nous avons organisé un cadre de partage avec les populations déplacées internes. C'est des personnes qui étaient bien entendu du pays de Gon, qui ont quitté un village pour aller vers un autre. Donc, ils ont abandonné leurs activités, leur commerce, et il est clair que il y a de grosses difficultés en termes de subsistance parce qu'ils ne sont plus en mesure de travailler et de générer des revenus. Nous avons estimé qu'il fallait effectivement les rassembler, discuter avec eux, comprendre leurs difficultés, et ça a été l'occasion pour nous de leur faire des dons en vivres, et aussi de discuter sur les problématiques de paix et de vivre ensemble. C'est de dire que les populations aussi chez qui ils sont venus s'installer
doivent également les accueillir et leur faciliter leur insertion, les aider en fait à se sentir comme chez eux et à amoindrir les effets psychologiques du déplacement. Ensuite, après cela, nous avons apporté une grosse aide aux élèves, bien entendu déplacés, parce que ces personnes qui sont déplacées viennent avec leurs enfants qui ont été arrachés des écoles où ils fréquentaient, où ils étaient, et qui sont venus parfois totalement désorientés. Et donc, nous avons organisé des cours de rattrapage à leur endroit, parce qu'ils ont manqué des cours, ils ont manqué des programmes, et nous avons pris des enseignants locaux qui ont accompagné ces jeunes-là de deux villages différents pendant un mois. Et nous avons fait des distributions de fournitures scolaires pour leur permettre de pouvoir écrire, de pouvoir trouver les outils pour étudier. Et donc, euh, cela a permis à ce que dans le village, par exemple, de Kumoguru, il y avait environ 17 élèves qui ont été accompagnés. Et parmi les 17, il y a 16 qui ont eu la moyenne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très encourageant pour nous parce que ça prouve qu'il y a un impact réel sur le terrain des actions que nous sommes en train de mener. Après cela, nous avons encore mené énormément d'activités et comme après l'activité sur donc l'éducation, nous sommes allés dans les activités de développement. Ça veut dire que nous sommes allés voir les femmes qui sont organisées en association féminine et nous avons dit, nous voulons vous aider à pouvoir être relativement autosuffisants, à être autonomes. Quelles sont les activités que vous menez? Il y a certaines qui sont organisées en association de maraîchage, donc qui ont un périmètre maraîcher où chaque femme du village a un petit espace où il met ses plantes, où elle met ses plantes, elle arrose. Et c'est aussi l'occasion pour ces femmes de se retrouver ensemble, de causer, de discuter des réalités du village. Et donc, nous avons décidé de les accompagner à travers d'abord la réhabilitation de leur château d'eau, parce que pour parler de maraîchage, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, elles avaient des châteaux qui étaient défaillants et qui n'arrivaient plus à alimenter suffisamment le périmètre maraîcher. Nous avons réhabilité leur château d'eau qui aujourd'hui fonctionne normalement et leur permet en fait de continuer leurs activités. Et ensuite, nous leur avons donné des kits maraîchers, les arrosoirs, les pelles, les semences, les intrants agricoles, les, les produits contre les bactéries, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les femmes ont énormément apprécié parce que l'une des problématiques du maraîchage, c'est lorsqu'on ne maîtrise pas les plantes qui meurent ou on n'arrive pas à choisir les bonnes semences. Donc nous avons mis en place des membres même de CODES qui sont agronomes, qui sont allés sur place et qui ont formé ces femmes-là en technique de maraîchage et qui leur ont donné de manière pratique des kits maraîchers. Et ensuite, nous sommes intéressés à une autre association qui, cette fois-ci, est une association des potières. C'est-à-dire que c'est elle qui fabrique les canaries, les cruches, ainsi de suite. Parce que au village, on n'a pas nécessairement les outils pour boire de l'eau fraîche, ainsi de suite. Donc, ce sont ces canaries-là qui permettent aux gens de pouvoir avoir de l'eau fraîche et parfois même de cuisiner parce que c'est utilisé comme aussi des marmites en même temps. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons acheté des équipements comme des charrettes. Les charrettes vont leur permettre de transporter l'argile. Parce qu'en général, pour trouver de l'argile de bonne qualité, il faut aller loin. Il faut aller à 2 kilomètres. Et avant cela, parfois les femmes le faisaient sur leur tête, transporter des seaux ou bien de grosses quantités d'argile et parcourir une longue distance avec. Nous avons dit, on va vous aider. Ensuite, lorsque ces canaries sont fabriqués, ben, il faudrait que ces femmes-là arrivent à les desservir, à les véhiculer, à les vendre. Donc, en général, le marché local est constitué du village où parfois on n'a pas suffisamment de clients parce que tout le monde peut être dans ce village puisque ces potières sont là-bas. Tout le monde a déjà en fait ces outils. Mais il faut cibler les foires ou les villages environnants. Donc, on a dit on va vous donner des charrettes et vous allez transporter vos marchandises avec ces charrettes-là pour aller desservir des zones non atteintes. Et cela a beaucoup aidé ces femmes pour pouvoir atteindre des marchés non atteints. Et nous avons aussi offert des pioches, des gants pour pouvoir les permettre de travailler sans danger, ainsi de suite. Ensuite,
Vous voyez que nous avons fait beaucoup d'activités, je vois que vous vous impatientez. Nous sommes intéressés aux femmes d'une association qui voulait aussi générer des revenus. Parce que vous savez que l'économie locale, notamment des villages, est portée par les femmes et des jeunes. Et donc, nous avons dit, nous allons vous aider à créer de la richesse. En faisant quoi? Nous avons organisé une formation en saponification. Donc, nous avons acheté les moules, les outils qu'il fallait, et nous sommes allés vers ces femmes et nous avons formé les femmes comment fabriquer les savons elles-mêmes. Donc, ça a deux avantages: l'hygiène de la famille et du village et les revenus que ces savons pouvaient générer. Et nous avons agréablement surpris d'entendre que ces savons-là que ces femmes ont appris à fabriquer étaient convoités même par les villages environnants, au point où elles recevaient des commandes des villages qui sont à côté, parce que la qualité de leurs savons était très appréciée. Donc, ça permet effectivement aux femmes de pouvoir s'organiser, de fabriquer ce savon-là, de pouvoir les écouler sur le marché local, notamment des villages, mais aussi de pouvoir atteindre d'autres marchés. Et nous avons, après cela, proposé des activités aux jeunes. Vous savez que quand nous parlons d'insécurité ou même d'extrémisme violent, c'est les jeunes en général qui sont les cibles de ces personnes de mauvaise intention. Et un jeune qui n'a rien à faire peut être tenté à adhérer à ces mouvements-là. Donc nous avons dit que nous allons accompagner des jeunes. Donc nous avons sélectionné 10 jeunes et nous les avons formés sur les techniques d'embauche. Donc comment les aider en fait à élever des moutons, des chèvres, des poulets, ainsi de suite. Donc même si je n'ai pas le capital pour acheter un mouton, j'ai au moins un capital pour acheter des poulets, 2 ou 3 poulets pour commencer mon petit commerce. Et effectivement, ces jeunes-là nous ont partagé leur problématique, c'est qu'au départ, comme il n'y a pas suffisamment de vétérinaires et que les moyens sont limités, ils se retrouvaient avec une mortalité de bétail relativement élevée. Et avec cette formation, qui a été pratique d'ailleurs, ça a permis effectivement à ce que ces jeunes soient outillés. Et ils se sont engagés à partager cette connaissance-là à d'autres jeunes des villages pour que tout le monde puisse profiter de cette expérience. Donc, il y a eu effectivement énormément d'activités que nous avons eu à mener. Et pour essayer d'être bref et résumé, voilà un peu les grandes lignes que nous avons fait bouger en termes de projets et d'activités dans ces villages. Qu'en est-il de votre collaboration avec les autorités locales? Oui, ça c'est une très belle question parce que pour mener ces activités, il nous faut être inclusif. Il nous faut intégrer tout le monde. Et c'est pour cela que dès l'entame de notre projet, nous avons approché toutes les autorités de la place. Nous avons commencé par le préfet, par exemple, du cercle concerné. Nous avons rencontré les présidents du conseil des cercles. Nous avons rencontré les maires, nous avons rencontré les chefs de village, nous avons rencontré les responsables des jeunes, les responsables des femmes. Nous avons rencontré toutes ces personnes-là. Et ces personnes elles étaient tellement heureuses de nous recevoir et de nous dire, mais c'est tout ce que nous attendions. Nous savons et nous avons conscience que l'État ne peut pas régler tous les problèmes que nous traversons. Et si vous, les jeunes, qui jadis étaient là, aujourd'hui, prenez l'engagement de venir apporter votre contribution à la construction de la paix dans votre région, nous ne pouvons que nous réjouir. C'est pour cela que, à toutes les activités que nous avons eu à mener, le cercle, par exemple, a tenu à se faire représenter. Le maire ou les maires se sont également représentés ou étaient même présents lors de nos activités. Et c'est ces maires-là qui nous ont aussi aidés pour organiser les populations, les communautés, pour pouvoir garantir en fait la réussite et le succès de nos activités. Et donc les autorités nous ont vraiment accompagnés sans réserve et nous ont toujours rassuré de leur disponibilité pour nous accompagner et nous mettre les moyens à disposition. D'accord. Avec toutes ces formations et activités, d'où proviennent le financement? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, nous avons été accompagnés par Mercy Corps à travers le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, qui de passage je salue chaleureusement ici. Et nous avons aussi mené certaines activités sur fonds propres de l'association. Parce que vous savez que les membres de l'association cotisent aussi pour pouvoir
mener les activités et mettre en œuvre leur plan d'action. Donc les membres vont cotiser, nous avons une caisse qui permet quand même de mener certaines activités au profit des communautés vulnérables. Et donc il y a effectivement d'autres partenaires aussi qui nous accompagnent pour pouvoir mettre en œuvre certaines activités données, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Donc, il y a énormément, effectivement, de personnes de bonne volonté et d'organisations qui nous appuient pour nous permettre d'avoir plus d'impact sur le terrain. Ok, maintenant, dites-nous les difficultés auxquelles vous avez été confrontés tout au long de vos activités. Alors, et la première difficulté, c'est que nous avons des moyens qui sont limités. Quand vous prenez en fait la région de Bandiagara, c'est pratiquement toute la région qui est dans le besoin. L'alerte rouge concerne toute la région de Bandiagara. Imaginez combien de villages ont été attaqués, combien de paysans n'arrivent plus à aller dans les champs, combien de femmes sont dans des difficultés économiques énormes, combien d'élèves n'arrivent pas à aller à l'école. Mais vous imaginez que les besoins sont énormes. Et il faut également des moyens énormissimes, illimités, pour pouvoir répondre à tous ces besoins. Et donc, naturellement, on a été confronté à cela. Quand on mène une activité dans tel village, il y a le village environnant qui va nous appeler et nous dire mais pourquoi vous n'êtes pas venus chez nous. Et je me rappelle quand on menait par exemple la semaine de santé, nous faisions une journée par village. Et lorsque vers 20h, 21h, on avait arrêté les consultations, on trouvait encore toute une file indienne de personnes qui étaient là depuis le matin et qui attendent leur tour. Lorsque l'équipe médicale veut ramasser, plier bagages et partir, ces personnes se plaignent, mais nous, on n'a pas été consultés, on est là depuis le matin. Mais c'est parce qu'on n'a pas aussi suffisamment de moyens pour consulter tout le monde. Je viens de vous dire que nous avons consulté plus de 750 personnes en 4 jours. Donc, vous imaginez qu'en termes de médicaments, en termes de personnel qu'il faut mobiliser, ce n'est pas évident. Et donc, il est vraiment difficile de pouvoir en fait lever cette difficulté-là. Mais nous appelons en fait aux personnes de bonne volonté, aux bailleurs de fonds, pour entendre le cri de cœur de ces populations qui souffrent énormément dû à cette crise-là et qui attendent l'aide, qui appellent au secours. Et donc, tout secours, d'où qu'ils viennent, est vraiment le bienvenu. Donc, ensuite, deuxième difficulté, c'est un peu l'insécurité aussi. Nous parlons de l'insécurité, c'est que nos équipes aussi qui sont sur place, à commencer par moi-même, nous avons tout le temps en fait côtoyé le danger pour pouvoir mener ces activités et atteindre ces populations-là. C'est dans des villages qui sont ultra reculés et pour s'y rendre, il faut des moyens adaptés que nous n'avons pas. Et donc, nous avons, vous imaginez, privilégié des moyens de bord pour pouvoir les atteindre. Et le danger est quasi permanent parce qu'à tout moment, en cours de route, vous pouvez être victime d'attaques ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une difficulté qui est là. Mais nous avons, grâce à notre connaissance du terrain, pu mettre en place des leviers pour nous permettre de discuter et de pouvoir vaquer à nos missions humanitaires avec un peu de tranquillité. Voilà, parce que tout va aussi du dialogue et de la communication. Nous sommes là, nous ne sommes pas des personnes de mauvaise volonté, nous voulons aider. Nous sommes là que pour cela, des bénévoles, des humanitaires qui veulent alléger la souffrance des personnes. Donc je ne vois pas pourquoi nous allons être la cible d'attaque. Et donc, à travers ces leviers qui sont mis en place, de communication entre les villages, nous arrivons en fait à nous rendre dans des zones les plus reculées où le besoin aussi est le plus fort. Ok. Maintenant, parle-nous un peu des statistiques des déplacés dans les régions du centre que vous intervenez. Alors, les statistiques sont énormes et les services compétents ont les nombres et les statistiques les plus fiables. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous avons pu venir en aide à plus de 200 bénéficiaires, de déplacés, de réfugiés. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui nous rend particulièrement fiers. Et en termes de dons de vivres, de communication par rapport à la paix, nous avons pu atteindre plus de 200. Et par rapport aux élèves, nous avons pu atteindre, et vous imaginez, plus d'une quarantaine d'élèves qui ont pu être assistés à travers des fournitures scolaires et à travers des cours de rattrapage. Et je précise quand même que parmi cette quarantaine d'élèves que nous avons accompagnés, nous avons accepté
d'inclure certains élèves très démunis qui quittaient des kilomètres et des kilomètres pour aller étudier là où l'école existait. Et donc, nous avons aussi décidé de les accompagner à travers des fournitures scolaires et à travers des cours de renforcement. Quelles sont vos prochaines activités à mener? D'accord. Donc, faisant suite aux différentes activités que nous avons eu à mener, nous avons vraiment eu l'heureuse chance d'avoir toute la confiance du partenaire, notamment Mexico, pour mener des activités de renforcement des activités précédentes. Donc, dans un premier temps, nous allons, dans le domaine de la santé, évacuer certains patients, donc des villages, pour des soins encore plus approfondis. Donc, c'est le cas d'une jeune fille de 13 ans qui avait abandonné l'école à cause d'un kyste qu'elle a à ce niveau-là et qui l'empêchait de continuer ses études. Et nous avons jugé nécessaire de lui redonner encore la chance de pouvoir reprendre le chemin de l'école. Et grâce à notre partenaire Mexico et le Fonds des Nations Unies pour la consultation de la paix, nous avons eu l'accompagnement et l'appui nécessaire pour l'évacuer à Sévaré et être opéré là-bas de ce kyste. Il y a aussi le cas d'un homme qui également a un goitre géant donc, à ce niveau-là et qui l'a handicapé pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc nous avons également proposé de l'évacuer dans des structures spécialisées pour pouvoir faire la prise en charge. Et donc, c'est des personnes que nous avons eu à consulter lors de la semaine de santé précédente que nous avons rencontrées, mais nous n'avions pas la solution. Donc, nous avons proposé aux partenaires de pouvoir les prendre en charge. La deuxième activité consiste, toujours dans le domaine de la santé, à apporter une assistance médicale aux populations rurales de la commune de Copropin, notamment sur des questions du paludisme. Vous savez que sur cette période de pluie, le paludisme fait ravage, les enfants, les femmes, les vieillards souffrent énormément de cette maladie et malheureusement, beaucoup y perdent la vie. Donc nous avons décidé d'organiser une journée de santé, de consultation, ouverte à 4 villages. Donc tous ceux qui le souhaitent pourraient se présenter et être pris en charge gratuitement. Et ça, je le précise, gratuitement sans rien payer. Il n'y a pas de ticket d'inscription, il n'y a rien. Tout est pris en charge. Et on a une équipe spécialisée de médecins, d'infirmiers qui sont sur place pour pouvoir les prendre en charge. Donc après cela, nous avons prévu de continuer avec les activités de génération de revenus, notamment des associations de femmes que nous allons accompagner. D'abord, c'est une association qui s'appelle Saint-Dieret, qui est à Copropin. C'est l'association des teinturières des tissus traditionnels Dogon. Donc, il y avait effectivement des difficultés à pouvoir mener leurs activités correctement, faute de moyens et d'équipement. Donc, nous avons échangé avec eux par rapport à leurs besoins et nous avons trouvé gain de cause auprès des partenaires pour pouvoir les accompagner dans cette activité-là. Et vous savez que les tissus traditionnels Dogon est très convoité au pays Dogon, mais départ le monde, et arriver à accompagner ces femmes-là pour pouvoir en produire davantage et des qualités, c'est aussi quelque chose qui va contribuer en fait à l'économie locale et qui va permettre à ces femmes-là de pouvoir être beaucoup plus autonomes financièrement, économiquement et de pouvoir même aider leurs familles, leurs enfants et les accompagner à l'école. Et donc, après cela, nous avons décidé de revenir sur la formation en savonnerie qui a été un gros succès parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des villages même qui avaient commencé à réclamer les savons qui avaient été fabriqués par ces femmes-là que nous avons accompagnées. Et donc, nous avons décidé de faire bénéficier de cette même formation à 2 villages différents. Donc, c'est les associations de ces villages qui vont en bénéficier. On va leur laisser les équipements, notamment les moules et tout ce qui s'ensuit. Et on va leur mettre des experts qui vont les former pour que localement dans leur village, ces femmes puissent fabriquer leurs savons, vendre ces savons-là dans leur village et vendre ces savons-là dans les villages environnants et dans les foires environnantes. Et donc, tout ça, en fait, s'inscrit dans la logique de l'autonomisation des femmes
qui va permettre à ce que ces femmes puissent générer des revenus elles-mêmes. Vous savez que dans les zones rurales, il est très difficile de pouvoir créer de la richesse parce que c'est vraiment la précarité, tout est aride. Et si aujourd'hui ces femmes sont outillées pour faire quelque chose d'elles-mêmes et générer des revenus de la richesse pour venir aux besoins de leurs enfants et de leur famille, c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique, louable et qui va avoir un impact considérable dans la constitution de la paix dans ces villages. Parce que vous savez que la paix n'est pas forcément créée à travers la sensibilisation. Il faut que les gens soient accompagnés économiquement pour que la paix soit une réalité. Parce que ces jeunes qui s'inscrivent, ces femmes qui ne se tolèrent pas, peut-être, c'est lié aussi à la difficulté auxquelles elles sont confrontées. Aujourd'hui, si vous arrivez en fait à occuper ces jeunes et ces femmes par le travail, ils sont facilement recrutables par ces groupes terroristes, ces groupes extrémistes. Et donc, ça permet au village de pouvoir garder une certaine cohésion sociale, aux jeunes de pouvoir être occupés et de plus se focaliser sur la création de richesses que de se tourner vers la violence. Et même, ça permet d'éviter l'exode. Vous voyez des jeunes qui quittent les villages, qui partent soit dans les zones aurifères ou qui partent complètement en aventure. Et si on leur donne de l'espoir dans leur village, là où ils sont nés, ils ont grandi et qu'ils sont capables de générer des richesses par eux-mêmes et de voir leurs parents à côté d'eux et les assister économiquement, financièrement, ces jeunes ne vont jamais tenter par la violence. Donc, c'est vraiment de l'impact direct que nous créons au sein de nos communautés. Et c'est ça vraiment toute la beauté des actions que nous sommes en train de faire. Quels sont les objectifs de CODES? Alors, CODES, comme je l'ai dit, a été créé par des jeunes du pays de Gabon qui ont vu en fait les larmes de leur région, qui ont vu les souffrances de leurs parents, qui ont vu la précarité dans laquelle vivent les femmes, les enfants, les hommes, les parents, et qui se sont dit, mais nous qui avons aujourd'hui de la validité, nous qui avons même peut-être eu la chance de pouvoir se débrouiller, d'avoir du travail, de pouvoir générer des revenus, qui avons pu étudier, pourquoi nous n'allons pas aussi apporter à nos communautés en retour de ce que nous pouvons. Donc, nous avons mis ensemble, nous nous sommes mis ensemble et nous avons créé CODES, collectif des jeunes du pays de Gabon pour l'action humanitaire et le développement social. C'est une association qui a été créée en pleine crise socio-économique, sécuritaire, sanitaire, et donc nous avons dit qu'il faut avoir des objectifs qui soient clairs. D'abord, promouvoir la paix entre les communautés. Vous savez que dans la région de Panyagara, toutes les communautés cohabitent. Il y a des Dogons, des Peuls, tout le monde vit paisiblement depuis des années dans cette région. Donc, nous devons aujourd'hui promouvoir cette paix et cette cohésion sociale et consolider les acquis de paix que nous avons même actuellement. Ensuite, de pouvoir mener des activités humanitaires au profit de ces communautés vulnérables. Parce que la crise, effectivement, a créé des urgences humanitaires telles que des personnes vivent totalement affamées, des personnes n'arrivent pas à pouvoir manger à leur faim, à se soigner. Donc il y a énormément en fait, de défis humanitaires qui sont présents dans notre communauté. Donc nous avons dit, nous allons trouver tous les moyens pour mener des activités humanitaires à leur profit afin de leur permettre de survivre, pas même de vivre. Parce qu'aujourd'hui, c'est la survie même qui est en jeu. Ensuite, cette crise sécuritaire a fait qu'il y a eu un mouvement massif de population, d'un village vers un autre. Dès qu'on entend des rumeurs d'attaque, les populations empagagent leurs affaires et puis ils partent comme ça. Ils partent s'installer dans un village à côté. Donc nous nous sommes dit qu'il faut apporter de l'aide à ces populations déplacées. Donc l'association s'est donnée comme objectif de pouvoir donner des vivres, de pouvoir donner des abris, de pouvoir aider les enfants de ces parents déplacés à pouvoir retrouver le droit le plus élémentaire de l'enfance, c'est-à-dire le chemin de l'école, et ça fait partie des objectifs majeurs de CODES. Ensuite,
faire la promotion de l'éducation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école aujourd'hui est vraiment en lambeau dans ces régions-là. Beaucoup d'enseignants ont fui complètement ces zones-là à cause de l'insécurité. Et les structures, notamment les établissements, pour pouvoir permettre aux enfants d'étudier, également sont complètement en lambeau, de sorte que les salles de classe, il n'y en a pas. Et les villageois se débrouillent avec de la paille et des briques en bambou pour pouvoir étudier. Donc nous nous sommes dit qu'il faut accompagner également le domaine de l'éducation, notamment à travers l'ouverture des cantines ou des dons de nourriture aux élèves, permettre de réhabiliter par exemple certaines classes, notamment des hangars, en et autres, pour pouvoir permettre aux enfants d'étudier, de donner des fournitures scolaires à cause du fait que les parents ne sont plus en même d'acheter ces fournitures pour les élèves, et nous sommes conscients de toutes ces difficultés-là. L'association donc s'est donné la mission de pouvoir apporter sa contribution dans le domaine de l'éducation. Parce que pour développer un pays, pour développer une région, il faut forcément que l'éducation soit le droit le plus partagé entre tous. Ensuite, nous avons décidé de mener des projets d'autonomisation des jeunes et des femmes. Parce que l'extrémisme violent auquel fait face cette communauté recrute massivement des jeunes qui sont désœuvrés, qui sont appauvris, qui n'ont plus d'espoir. Donc, ils se laissent facilement, disons, endoctriner par ces gens-là et ils se jettent dans leurs bras pour pouvoir participer à leurs projets lugubres en fait de déstabilisation du pays du monde. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut accompagner les jeunes et les femmes. Donc, à travers des activités générationnelles de revenus, nous accompagnons les femmes, les jeunes à pouvoir créer de la richesse, des revenus dans le village, sans forcément aller en aventure, aller dans les zones porifères. Et c'est l'un des objectifs majeurs que nous poursuivons parce que nous sommes convaincus que c'est un chemin, c'est l'un des chemins pour aller à une cohésion et une paix durable. Ensuite, il y a un gros problème chez nous, c'est l'eau. Vous savez que l'eau, on dit que l'eau c'est la vie. Et donc, il y a beaucoup de villages qui sont encore privés d'eau. Et ça a deux conséquences. C'est que, d'abord, pour les personnes de consommation propre, vous avez un problème d'eau. Ce qui fait qu'il y a tout ce qui est problème de maladie, d'hygiène, et ainsi de suite. Deuxième problème, c'est économique, c'est d'ordre économique. Parce que cette eau-là, c'est ce qu'on va utiliser pour faire le maraîchage. C'est ce qu'on va utiliser pour faire l'élevage ou l'embauche. C'est cette eau qu'on va faire pour fabriquer les briques, parce que les maisons chez nous sont généralement construites en banco. Mais si nous n'avons pas d'eau, vous voyez que c'est partout qui est freiné. Donc économiquement, il y a un problème. Et du point de vue même hygiène et santé humaine, il y a un gros problème. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il faut également que l'association travaille pour apporter des réponses concrètes à cette problématique. Donc voilà entre autres les objectifs que l'association humanitaire CODES poursuit dans ces zones d'intervention. Et aujourd'hui, je vais terminer avec ça. Nous intervenons plus dans la région de Bandiagara et la région de Mopti, mais notre ambition, c'est de pouvoir couvrir tout le Mali. Parce que les besoins ne sont pas que à Bandiagara ou à Mopti, les besoins sont partout au Mali. Et si aujourd'hui, nous avons les capacités de nous étendre pour aller secourir les populations de Gao, de Tombouctou, de partout au Mali, c'est quelque chose que nous allons faire avec toute l'abnégation et le dévouement nécessaire. Et donc, c'est encore un appel aux partenaires, aux bailleurs de fonds pour leur dire que nous sommes présents, nous connaissons les besoins des populations, des communautés, nous savons les solutions qu'il faut apporter à leurs problèmes et nous savons comment garantir l'impact des actions et des activités à mener. Donc c'est pour cela qu'il faut nous faire confiance, il faut nous appeler et il faut qu'on aille ensemble pour qu'on puisse atteindre le but ultime qui est la paix et le développement. Votre appel à l'endroit de l'État et de vos partenaires? Alors, d'abord à l'État. Vous savez que la région de Bandiagara en particulier, mais quand vous regardez de manière générale au Mali, les attaques se multiplient. C'est des populations paisibles qui sont dans le village, qui sont attaquées, qui sont... C'est vraiment dommage. Qui sont des victimes innocentes. Ces groupes terroristes viennent dans un village
qui dort parfois tranquillement ou qui va à ses occupations tranquillement. Et il cible les enfants, les femmes et les jeunes. Et nous appelons à l'État pour mettre en place les outils qu'il faut pour sécuriser les populations. C'est le droit régalien des populations qui est sécurisé par l'État central. Et donc, l'État doit mettre en œuvre toutes les politiques et les stratégies qu'il faut pour pouvoir permettre à ces paisibles paysans et populations de pouvoir vivre en sécurité sur la terre de leurs parents, de leurs ancêtres, partout où ils ont vécu depuis toujours. Et deuxièmement, c'est de dire à l'État aussi que l'urgence humanitaire est là. Mais c'est un message aussi qui vaut pour les partenaires, les bailleurs de fonds, les organisations humanitaires. Aujourd'hui, beaucoup de populations, particulièrement dans la région de Bandiagara, ont été privées de cultiver. Parce que vous partez au champ et vous ne savez pas est-ce que vous allez revenir. Parce que ces personnes-là vont vous croiser dans les champs et il en est fini pour vous. Donc, ces personnes-là, par crainte pour leur vie, parfois n'arrivent pas à cultiver. Alors que l'agriculture, c'est leur en fait moyen de subsistance. Et donc, ça fait que ces personnes-là vivent en fait une précarité sans nom, vivent dans des difficultés pas possibles, n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à donner de la nourriture à leurs enfants. Vous imaginez un père de famille qui voit son enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, et il ne peut pas lui donner à manger. Donc, l'urgence humanitaire, les besoins humanitaires sont colossaux et il faut que les partenaires avec l'État se mettent ensemble et nous accompagnent, nous, organisations humanitaires locales, nous connaissons le terrain, nous connaissons les besoins, nous connaissons les bénéficiaires et c'est nous qui sommes en mesure d'apporter les réponses qu'il faut, les réponses qui soient contextuelles, les réponses qui soient locales et à même de créer l'impact escompté sur le terrain. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup.